à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. On a le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Dubois-Ferrière qui va nous présenter son innovation. Donc voilà, on est ravis en tant qu'équipe du Centre d'innovation de pouvoir revenir sur ses parcours, surtout quand ce parcours aboutit sur un si beau succès. Donc voilà, le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir docteur Dubois-Ferrière à qui je passe la parole. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour cette invitation aujourd'hui pour vous parler effectivement de cette aventure dans l'innovation. C'est vrai que pour un chirurgien, ça fait toujours plaisir de pouvoir participer un peu à des projets d'innovation parce que ça nous sort un tout petit peu de notre quotidien de traitement des patients, des chirurgies, etc. Donc on a un peu l'occasion de diversifier un petit peu notre vie, si on veut, avec des projets comme ça. Et puis, donc c'est un plaisir de pouvoir vous présenter ce projet pour lequel on a bien travaillé. Et puis, je vais vous montrer un petit peu en fait de quoi il s'agit. Parce que là, je vous parle vous avez vu le titre, on parle d'un nouveau dispositif dans le domaine de la chirurgie mini-invasive du pied. Donc, peut-être pas tout le monde est familier avec ce domaine. Donc, c'est un domaine niche, comme on dit. Donc, là, on parle vraiment d'un domaine d'expert dans le pied et la cheville. Pour vous dire un tout petit peu qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, j'ai eu un parcours un peu classique pour un Genevois, je dirais. Je suis resté par ici pour ma formation. Après mon diplôme de médecine à l'Université de Genève, je me suis formé et je suis devenu spécialiste en chirurgie orthopédique en 2012. Puis après, j'ai eu l'occasion de partir à Montréal pour faire un fellowship en pied-cheville, en chirurgie pied-cheville, pendant une année, ce qui m'a permis de revenir ici avec les armes pour devenir médecin adjoint et responsable de l'équipe pied-cheville. Et c'est dans ce contexte, justement, que j'ai beaucoup développé toutes les chirurgies mini-invasives du pied, l'arthroscopie, etc., qui était un domaine qui était totalement innovant à l'époque et puis qui est encore en train de continuer à grandir, continuer à s'innover avec des nouvelles techniques qui apparaissent pour essayer d'améliorer un peu tout ça. Donc, pour que tout le monde se mette un petit peu dans le bain et puis surtout qu'on comprenne de quoi on parle, parce que je vais vous parler d'os, je vais vous parler de pathologie du pied, etc. Mais avant tout, est-ce que vous savez combien il y a d'os dans le corps humain? Ah, j'ai entendu. 206. Donc ouais, vous êtes tous quasiment juste, on est tous autour des 200. Donc 206. Et dans le pied, et dans les pieds. Les pieds. Ouais. 52. Hein? Donc on a beaucoup de petits os là qui sont dans les pieds, qui peuvent nous déranger. Hein? Donc on a beaucoup de travail, nous, en tant que chirurgien du pied, vous imaginez. 52 os, ça veut dire qu'il y a plus de 70 articulations dans le pied, dans chaque pied, donc ça fait 140 articulations. Ça fait pas mal. Donc on va se concentrer un tout petit peu plus sur l'avant-pied, en fait. Vous voyez, c'est la partie qui est devant, au niveau, dans cette zone-là du pied. Vous voyez la fèche. Et puis vous voyez que là, il y a des os qui se ressemblent beaucoup, qu'on appelle les métatarsiens. C'est comme dans la main, c'est cette partie ici. Les métatarsiens qui sont sous la peau. Et puis après, on a les orteils qui sont constitués de phalanges. On a deux ou trois phalanges par orteil. Et puis, le premier, il s'appelle l'hallux. Ça, c'est un petit peu pour le décor de l'anatomie. Maintenant, ce dispositif, on l'a utilisé justement pour traiter l'hallux valgus. Et la question, c'est quoi un hallux valgus, la plupart des gens l'appellent un oignon. C'est une déviation du métatarsien qu'on a vu avant le nom des os. C'est une déviation qui va vers l'intérieur. Et puis, on a une déviation vers l'extérieur de l'hallux. Donc, ça fait une bosse. Ce n'est pas un os qui pousse, c'est juste une déviation de l'os
qui crée en fait une bosse. Et puis cette bosse-là, eh ben, c'est une déformation qui est assez fréquente. C'est la plus fréquente déformation qu'on trouve au niveau de l'avant-pied. Il y a à peu près 23% de la population qui l'ont, et puis ça augmente un tout petit peu plus avec l'âge. C'est surtout les femmes qui vont s'en plaindre, avec vraiment une prédominance de plus de 90%. Alors dans notre consultation, on va voir plutôt une population féminine pour ce genre de problème. Pourquoi? C'est aussi parce que la mode et puis le chaussage fait que les chaussures sont plus serrées. Donc si on a un pied plus large, ça fait plus mal. Donc on va forcément avoir plus de femmes qui viendront se plaindre parce que la mode ne s'est pas encore adaptée. Et puis finalement, c'est quelque chose qui est héréditaire, c'est pour ça qu'on le voit apparaître des deux côtés. Donc les causes un petit peu sont diverses et puis souvent elles sont un peu, elles vont ensemble. On peut avoir des causes extrinsèques, comme on dit, ça veut dire que ça vient de l'extérieur. Ça peut être la chaussure, ça peut être un accident sur la partie interne de l'articulation. Ça peut être différentes choses qui vont qu'on va avoir le pied qui est un petit peu compressé et qui fait mal. Mais on peut aussi avoir des causes intrinsèques, tout simplement, de façon héréditaire. Souvent, quelqu'un qui peut développer ça vont retrouver dans la famille une tante, une mère, une sœur qui a développé la même chose et qui va se plaindre de cette problématique. Donc le traitement, avant tout, il est ce qu'on appelle conservateur. On n'opère pas un pied juste parce qu'il a une déformation. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer d'adapter les chaussures. Vous voyez sur les images à quel point une chaussure peut serrer l'avant-pied, et il suffit qu'il y ait une petite déformation, et on va se retrouver avec des douleurs. Donc si on adapte la chaussure, ça devrait suffire. Donc simplement, en ayant une chaussure avec un cuir souple, en évitant qu'il y ait une couture dessus, on peut s'en sortir très bien. Et puis sinon, on peut essayer de mettre quelquefois des orthèses. C'est des appareils qui vont essayer de soulager, mais ils ne vont jamais corriger le problème. Donc, on en arrive souvent, malheureusement, à devoir proposer une correction chirurgicale. Et ça, c'est la seule façon qui va nous aider à traiter le problème de façon quasiment définitive, c'est qu'on va simplement corriger la déformation. Et le but, c'est de réaligner cette articulation. Vous voyez là, cette articulation, on va aller la réaligner et la remettre droite. Donc c'est un geste qui a l'air tout simple, mais bizarrement, il y a plus de 150 techniques qui sont décrites. Donc ça veut dire que ce geste-là, il n'est pas réussi à tous les coups, et puis qu'on est toujours en train d'essayer de trouver des nouvelles techniques pour essayer d'améliorer nos traitements et essayer de trouver la technique qui est la plus fiable. Donc on n'a pas encore fini de chercher. Et d'ailleurs, c'est exactement pour ça que je vous vois aujourd'hui, c'est pour vous montrer une des techniques qui nous a permis, qui permet de corriger la luxe valgus. Et dans ces techniques-là, je vous ai dit qu'il y en a 150. En fait, 150, c'est les fermées. Donc, c'est les chirurgies ouvertes. Et puis maintenant, on est en train de développer les chirurgies mini-invasives. Et puis là, de nouveau, il y a encore une cinquantaine de techniques qui s'ajoutent parce que chaque chirurgien amène sa petite touche et puis il va décrire une technique nouvelle qui est toujours meilleure que l'autre, bien entendu. Donc voilà. Et c'est par la chirurgie mini-invasive qu'on est en train gentiment de switcher sur ces pathologies qui nous permet en fait, par des incisions toutes petites de 3-4 mm, de réussir à obtenir les mêmes résultats qu'avec les techniques ouvertes. Vous voyez la différence entre quand on fait un abord ouvert et bien quand on fait un abord mini-invasif, on va faire tout ça par un tout petit trou de 3-4 mm. Et le but, c'est de faire la même chose, mais par des toutes petites incisions. Donc, on a des avantages parce qu'on a forcément moins de cicatrices. Qui dit moins de cicatrices dit qu'on va récupérer plus rapidement. On va avoir moins de douleurs. C'est vrai que les patients se plaignent de douleurs plus faibles quand on fait ces techniques. Et puis, on pense quand même qu'on a des meilleurs résultats fonctionnels parce qu'on fait aussi des techniques qui vont être en dehors des articulations. Donc, tout ce qui est fonction est préservé de façon un petit peu meilleure, je dirais, qu'avec les chirurgies ouvertes. Par contre, et là, il y a un gros par contre, c'est que c'est des techniques qui sont très complexes. Donc, on a besoin vraiment d'une expertise pour pouvoir les faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut
du jour au lendemain, après avoir fait 20 ans de chirurgie ouverte, tout à coup se décider à faire des techniques mini-invasives qui ont des principes vraiment de prise en charge qui sont très différents. Donc il faut vraiment se spécialiser là-dedans. Et puis, ce n'est pas adapté à toutes les solutions, à toutes les situations. Donc c'est une technique parmi d'autres pour prendre en charge. Par exemple, dans ma pratique, je ne vais pas que proposer des chirurgies mini-invasives. Ce n'est pas parce que je fais du mini-invasif que je vais faire que ça. Ça fait juste partie de mes outils. Et en fait, il faut s'adapter parce que quelquefois, on ne peut juste pas proposer ça. Et puis, c'est simplement à bien faire comprendre aux patients que c'est, oui, une technique. Quelquefois, c'est une mode. Donc, il y a des patients qui viennent vers nous et qui demandent « je veux le mini-invasif ». Si ça ne rentre pas, ça ne le fera pas. Donc, il faut vraiment comprendre que ce n'est pas adapté à tout ça. Donc, dans la luxe valgus, ces chirurgies mini-invasives ont également été développées. Et puis, elles ont commencé par des techniques de première génération, qui est la technique Isham-Reverdin. C'est une technique, en fait, qui permet de réaligner le gros orteil, comme vous le voyez ici, où on va simplement enlever un petit triangle ici, et puis ça va réaligner. Le problème, c'est que, en tout cas, elle n'est pas adaptée pour toutes les déformations. Ça permet seulement d'aligner, ça ne permet pas d'aller faire ce que je vous ai montré avant, c'est-à-dire pousser la tête vers l'extérieur pour pouvoir la réaligner. Donc, c'est une technique qui a été très vite limitée et assez peu utilisée à l'heure actuelle. Ensuite, on est passé aux techniques de deuxième génération, où malheureusement, c'est des techniques qui sont uniquement stabilisées par une broche, ou quelquefois pas de broche. Il y a des chirurgiens qui ne mettent pas de broche. Et le gros risque avec ça, c'est qu'on ait ce qu'on appelle une malunion. Ça veut dire que le déplacement qu'on fait ne va pas se fixer là où on veut. Ça va se fixer un petit peu là où il veut, le déplacement. Donc, quelquefois, ça peut entraîner plus de problèmes qu'autre chose. Et on rajoute quelquefois des broches, justement, pour essayer de stabiliser au mieux. Mais ces broches sont rajoutées à travers la peau, elles restent à l'extérieur du pied, et puis elles peuvent être source d'infection. Donc, c'est des situations qu'on veut éviter. Donc, c'est des chirurgies qui restent encore possibles, mais on n'a pas de fixation stable. Et ça, dans la chirurgie, quelles que soient les techniques chirurgicales, ça nous embête parce qu'on aime bien, quand on fait une chirurgie, pouvoir proposer une technique qui est reproductible avec un résultat final à la fin de la chirurgie qui est stable et comme on le veut. Donc, pas avoir des effets aléatoires quand on n'a pas de fixation. Et c'est pour ça qu'en 2013, il y a 2 chirurgiens, un chirurgien français et un chirurgien anglais, qui ont décrit une 3e génération qui se fait également en faisant une coupe dans l'os, ce qu'on appelle une ostéotomie. Et cette fois-ci, cette ostéotomie, elle va être décalée, mais elle sera stabilisée par des vis. Donc ça nous donne une ostéotomie, cette fois-ci, qui nous permet de faire une correction, mais qui va être stable. Avec le fait d'avoir une stabilité, on a finalement le résultat escompté, on le fait pendant la chirurgie, et normalement, on ne devrait pas avoir de déplacement secondaire grâce à la position de 2 vis. Le problème de cette technique, je vais vous le montrer après, c'est que ça demande une longue courbe d'apprentissage. Donc ça ne se fait pas en claquant des doigts, on essaye, et puis du jour au lendemain, on sait la faire. Donc la longue courbe d'apprentissage, ça veut dire qu'on doit faire plusieurs cas pour vraiment se sentir à l'aise. Et pendant tous ces plusieurs cas, si on n'est pas bien entouré, parce qu'on le fait par exemple de notre côté, ce que je ne conseille vraiment pas, on a peut-être quelques échecs ou bien on a des grosses difficultés à y arriver. Et ça, c'est une situation pas agréable pour les chirurgiens et encore moins pour les patients s'ils étaient dans la courbe d'apprentissage du chirurgien. Donc, et puis le nombre de cas qui est décrit, c'est 50 cas pour arriver à obtenir une courbe correcte avec les moyens jusqu'à ce que je vous en parle. Donc, regardez, ça se fait comme ça. Vous voyez, on fait une mini-incision avec un tout petit bistouri, vous voyez. Après, on rentre avec, ça c'est une fraise. On a une toute petite fraise de 2 mm qui nous permet de faire une coupe dans l'os. Et puis, cette coupe, on va contrôler sa position grâce à une radio, une fluoroscopie qu'on fait au bloc opératoire. Donc, on travaille sous un contrôle radiologique et pour vérifier qu'on fait la coupe au bon endroit. On coupe cet os et puis, une fois qu'il est coupé, on va le déplacer. Donc, on va le déplacer
Quelquefois, il y en a qui le déplacent avec une broche, d'autres avec le doigt, d'autres avec un autre instrument. Enfin bref, le but, c'est de corriger la déformation. Donc on va aller le déplacer. Et puis une fois qu'on l'a déplacé, on va mettre une broche. Vous voyez, une broche qui vient depuis l'extérieur. Donc on n'a aucun contrôle visuel sur ce qu'on fait. Et cette broche, elle doit attraper 2 os. Donc empaler 2 os. Voilà. Et puis une fois qu'on a mis ces broches, vous voyez qu'on peut aller sur les broches, mettre une vis. C'est pour ça que ces broches, elles sont importantes, parce qu'elles vont guider la position de nos vis. Donc c'est très important de pouvoir mettre les broches au bon endroit, parce que ça va déterminer la position de la vis. D'accord? Alors, ça a l'air simple, comme je vous l'ai montré, mais en fait, ce n'est pas si facile. La cible, elle est instable dans ce genre de cas. La cible, c'est celle-là, c'est la tête. Cette tête-là, elle est instable. On l'a juste poussée. Il n'y a rien qui nous la tient. Donc, on a une main qui tient ça, et puis une autre main avec notre moteur où on vise à travers la peau et en passant à travers un autre os, cette cible. On doit l'introduire de façon oblique. On n'a pas de contrôle visuel. Et en plus, on doit en mettre 2. Donc, c'est vraiment techniquement, c'est pour ça qu'on parle de courbe d'apprentissage longue, c'est que c'est techniquement très compliqué. Donc, si vous vous mettez à la place de Guillaume Tell, c'est un peu dans cette situation qu'on se trouve quand on se dit « Oups, il va falloir que je vise ces 2 os ensemble et que je mette une vis dans cette situation. » Donc, on essaye, on réessaye, on réessaye. Encore une fois, ce n'est pas optimal. Allez, encore. Imaginez, c'est souvent ça. On essaye, on contrôle, on essaye, on contrôle. Vu qu'on ne voit pas où on va, donc on essaye, on contrôle où on est. Et quelquefois, ça courbe parce que cette partie de l'os, elle est très solide, donc la broche, elle est trop fine et puis elle va n'importe où. Donc c'est un petit peu ça. Donc à la fin, on se retrouve avec plein de trous dans l'os, beaucoup de sueur parce qu'on est avec des gros tabliers de plomb vu qu'on travaille avec un contrôle radiologique. Donc souvent, quelquefois, on pleure un tout petit peu parce qu'on en a marre. Donc à la fin, on est on se retrouve à faire des ajustements répétitifs. Ça augmente le temps chirurgical. Quelquefois, ça va du premier coup. Il ne faut pas croire quand même. On arrive quand même à... On a des mains, on a l'habitude de les utiliser, donc ça nous arrive de les mettre du premier coup. Donc quelquefois, ça prend plus de temps. Donc ça augmente le temps chirurgical. Ça augmente le temps d'irradiation. Vous imaginez qu'à chaque fois qu'on contrôle, on s'envoie des irradiations sur nous, sur le patient, dans nos yeux, etc. Et puis, c'est un manque de reproductibilité. C'est vraiment de l'art. Il y en a un qui va le faire comme ci, il va les mettre parallèles, l'autre, il va les mettre divergentes, etc. C'est là que, moi, cette technique, je l'aimais beaucoup. Je l'ai vite arrêtée parce que je pensais que je ne faisais pas une chirurgie correcte. Parce que pour moi, une chirurgie correcte, c'est pouvoir faire une chirurgie reproductible. Ça veut dire qu'on doit pouvoir la faire, on doit pouvoir l'enseigner et on doit pouvoir le refaire comme on l'a enseigné, comme on l'a faite. Donc, c'est pas le cas. Là, c'est une chirurgie d'artiste. Et puis, pour ça, je me suis dit qu'il nous fallait un guide. C'est facile à dire. Donc, à partir de là, ça a fait beaucoup de moments à penser à comment on pourrait résoudre ce problème, comment on pourrait faire un guide pour essayer d'améliorer ça. Et puis, effectivement, c'était un moment où cette chirurgie-là était en train gentiment de se développer. On est en 2013. Elle se faisait de plus en plus. Il y a des études qui commençaient à montrer qu'il y avait des bons résultats. Et puis, on sentait que c'était peut-être quand même une chirurgie prometteuse. Donc, l'idée de l'abandonner, ça m'embêtait un peu. Mais je l'ai quand même abandonné tant que je me suis dit, s'il n'y a pas un guide qui arrive un jour ou l'autre, je ne la reprends pas. Donc, à un moment donné, j'ai pensé à un guide. Et puis, je me suis dit, il doit nous aider à viser la tête. Ça, c'est facile. Il doit nous aider à insérer les vis de façon parallèle. C'est logique, c'est ce qu'on veut. Et puis, il doit nous aider à faire une cible stable. Donc, tout ça, ça fait beaucoup de conditions pour qu'on y arrive. Et puis, quelquefois, on ne sait pas pourquoi, tout à coup, il y a quelque chose qui sort de toutes ces idées. Et puis, j'ai imaginé qu'on pourrait faire un système comme de visée, une sorte de triangulation. Donc, vous voyez, si on met une broche justement dans cette fameuse tête, on peut se dire que par triangulation,
l'autre broche devrait l'atteindre. Donc ça a l'air assez simple comme ça. Moi, je trouvais que c'était bien, donc je me suis dit, on va essayer d'aller voir une compagnie. Et puis à l'époque, j'avais beaucoup de contacts avec toutes ces compagnies, un petit peu de boîtes. Étant chirurgien, médecin adjoint dans un hôpital universitaire, il y a beaucoup de boîtes qui nous tournent autour. Hein, parce qu'on met beaucoup de matériel, on a un énorme volume chirurgical, donc ils n'ont qu'un intérêt, c'est qu'on soit sympa avec eux et puis qu'on utilise leur matériel. Donc là, un jour, il y a Arthrex, avec qui j'étais en repas, qui me dit, c'était un des grands dirigeants qui me demande si, par hasard, et puis moi aussi, par curiosité, je leur ai demandé, mais si j'ai une idée, comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez quelqu'un pour nous accompagner pour faire ça ou autre? Puis ils m'ont demandé, mais qu'est-ce que vous avez comme idée? Donc j'aurais dit, mais je pense qu'il faut qu'on fasse un guide pour cette technique, parce que cette technique, elle est bien. Mais si vous voulez vous mettre dans le mini-invasif, eh ben, il faut arriver avec un guide. Parce qu'ils n'avaient pas encore cette boîte Arthrex. Hein, vous voyez, c'est une boîte privée qui est présente dans plus de 100 pays. Et puis qui a un gros chiffre d'affaires, mais qui n'était pas développé pour les techniques mini-invasives. Ils ne vendaient pas encore de matériel pour faire cette technique-là. Donc forcément, ils avaient un petit intérêt à rentrer dedans. Ils s'occupaient beaucoup de l'arthroscopie. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais en contact avec eux. Et puis, je pense que l'idée de pouvoir offrir une innovation dans ce domaine, ça les a intéressés. Donc j'aurais fait un petit dessin. Ils m'ont fait, faites-moi un dessin. J'aurais fait un dessin d'abord sur une serviette en papier au restaurant. Et puis pour finir, j'aurais fait un truc un peu plus sérieux, comme vous pouvez voir là, même si ce n'est pas super beau, mais voilà, ça reste un schéma. Donc ils ont présenté ce schéma à leur board de l'innovation, qui est un board international qui va réfléchir si c'est des idées qui peuvent être prises en considération pour être développées. Et après, on est revenu vers moi en me disant que oui, on va vous mettre une équipe de développement pour développer cette idée, parce que pour eux, c'était quelque chose qui valait la peine d'être testé. Et puis surtout, c'était un moment où ces techniques mini-invasives étaient encore interdites aux États-Unis. Donc, mais par contre, il y avait déjà des ouï-dire comme quoi ça allait pouvoir être possible parce qu'ils allaient pouvoir développer les moteurs qui permettraient de les faire. Donc, ils étaient très intéressés à pouvoir arriver avec du matériel un peu nouveau. Donc, depuis la naissance de l'idée, en 2017, ça remonte, hein, on a fait plusieurs tests sur d'abord des guides en plastique. Donc, on se retrouvait sur des cadavres. J'ai fait beaucoup d'allers-retours à Munich pour faire ces tests. Donc, on avait les premiers guides. Vous voyez, c'était vraiment très rudimentaire avec un système tout simplement comme un compas ou en plastique. Et moi, je me suis dit, mais non, mais là, ils veulent vraiment me mettre dans une position d'échec. Parce que là, il y a tout qui bouge, ça ne va jamais être stable. Et puis, le but du jeu, c'était vraiment comme l'idée de départ, c'est-à-dire de mettre une broche et puis avec une autre broche, donc très fine, de réussir à aller toucher les deux. Il fallait qu'elles se rejoignent dans ce bout-là. Et puis je me suis dit, avec du plastique, ça ne va pas marcher. Donc par hasard, ça a marché du premier coup. Donc on a continué à évoluer avec des développements toujours plus stables, toujours plus rigides, parce qu'ils ne veulent pas mettre d'argent. Hein. D'abord, c'est du plastique. Tout juste pas si c'était du carton au départ. Donc voilà, on fait du plastique, OK. Donc allez, on va mettre un petit peu de métal. Ils ont rajouté un petit peu de métal, c'était plus stable, ça marchait toujours aussi bien. Et pour finir, on a fait un guide vraiment un peu plus solide qui continuait à fonctionner. Et ce guide-là, il a fini par aboutir à la version finale, comme vous pouvez voir là, qui est devenu vraiment quelque chose d'un tout petit peu plus perfectionné, qui effraie quelquefois les chirurgiens. Quand on voit, on a l'impression que c'est très, très complexe. Mais oui, c'est complexe parce qu'effectivement, on doit réussir à faire un geste complexe et puis le rendre reproductible. Et pour savoir comment ça fonctionne, je me suis dit, le plus simple, c'est que j'en parle. Je vais me laisser vous parler de ça. En fait, je souhaitais trouver un moyen sûr et utile pour faciliter chacune des étapes compliquées du MICA.
d'avoir un contrôle sur la position des broches et des vis et de rendre ces techniques plus reproductibles. Ce guide a justement été développé pour faciliter au mieux et contrôler chacune des étapes de la technique Mica. Tout d'abord, il permet de faire une translation précise de la tête du premier métatarsien. Il aide ensuite à stabiliser la nouvelle position de la tête métatarsienne et ainsi éviter tout déplacement secondaire pendant la pose des broches et des vis. Finalement, il guide l'introduction des broches pour qu'elles soient le plus parallèles possible et atteignent de façon sûre la tête du premier métatarsien. Le fait que les vis soient biseautées permet d'éviter que la tête de vis ne dépasse de l'os et soit gênante pour les patients. De plus, les vis qui sont prévues pour ce guide sont guidées par des broches de plus gros diamètre, ce qui facilite leur mise en place. Finalement, les vis sont entièrement filetées, ce qui évite une surcompression et un déplacement de la correction lors de leur introduction. Donc voilà, on est arrivé au guide. Le guide a pu être développé, il fonctionne et la technique est effectivement reproductible. C'est clair qu'elle n'est pas non plus très facile, elle demande aussi une courbe d'apprentissage. Et c'est comme pour n'importe quelle technique chirurgicale, donc à la fin, on s'y attendait. Et ce guide, donc je ne sais pas si vous voulez que je vous... Là, il y a une petite animation, mais je pense que vous avez un petit peu compris le principe, on va pas repasser dessus. Mais est-ce que vous avez des questions là-dessus, juste sur cette petite... je pense qu'on va passer à la suite. Donc en 2022, le guide a pu être distribué. Vous avez vu qu'on parle aussi de vis. Et ça, c'est sûr que la boîte avec qui j'ai travaillé, elle était très intéressée à mettre des vis. Et d'ailleurs, c'était une des conditions. Quand j'ai commencé avec eux, j'aurais dit, mais si on fait ce guide, vous faites des vis. Et vous faites des vis biseautées parce que sinon, vous ne vendrez jamais ce guide. Donc, et puis, la condition, c'était aussi qu'ils fassent des vis avec des gros diamètres. Donc, ça faisait partie un tout petit peu des objectifs. Donc, ils ont pu développer les deux. Et ça nous a permis de faire ce qu'on appelle un set, ce set-là, set de bunionectomie, comme on appelle, avec tous les instruments nécessaires pour le guide. Et ce set a été mis en vente mondiale en 2022. Et ils ont même commencé par les États-Unis avant moi. J'étais un petit peu jaloux et fâché, d'ailleurs. Donc, non, là, une fois qu'il était prêt, c'est parti très, très fort. Ils ont voulu tout de suite le distribuer parce que c'était vraiment une période où la technique était vraiment en train de se répandre aux États-Unis. Et puis, ils voulaient arriver vraiment avec un produit qui marque un petit peu les gens, surtout avec un guide qui n'était pas encore vraiment existant sur le marché. Il a eu la chance, ce set, de gagner un award, le Edison Award, qui est un award donné dans le contexte des innovations dans le domaine de la santé, de la science, technologie et le développement durable. Donc ça, c'était un award bronze, ce qui est quand même une belle reconnaissance pour tout ce set et au moment de sa sortie. Et puis, en 2024, c'est devenu un des produits phares dans le domaine pied-cheville au niveau d'Arthrex sur la distribution dans le monde. Là, on voit le fondateur et le président d'Arthrex qui parle de ce fameux guide et qui, je pense, était content des résultats possibles. Donc, nous, on reste quand même les pieds sur terre. Et quand on a des nouveautés, on veut quand même les tester et puis on a fait une étude pour voir si effectivement on arrivait à l'utiliser bien. Donc on a fait une étude avec notre groupe au Centre Assal. Le but, c'était d'évaluer si on avait des résultats corrects en utilisant ce guide, s'il nous permettait d'éviter d'avoir d'autres complications nouvelles, parce qu'à chaque fois qu'on introduit un nouvel instrument, on peut avoir d'autres problèmes. Et on a fait une cohorte de 20 patients. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tous ces chiffres, mais globalement, ça a permis de confirmer que les corrections obtenues étaient les mêmes que si on n'utilisait pas le guide avec une bonne expérience. Donc, quelque part, on a des corrections qui sont tout à fait stables. Et surtout, on a pu aussi montrer qu'elles sont clairement reproductibles parce qu'on a vu certains chiffres un peu plus précis qui montrent qu'on a une correction qui est très, très
contrôlés sur certains angles et qui nous permettent d'obtenir une trajectoire toujours parallèle avec moins de tentatives, hein, parce qu'une fois qu'on a mis en place le guide, la mise en place des broches guide est beaucoup plus facile. Et puis, on pense que à l'avenir, c'est quelque chose qui va clairement diminuer la courbe d'apprentissage de ces techniques, donc être bénéfice aux patients. Donc, les conclusions en fait, de cette aventure, c'est qu'une collaboration avec l'industrie, surtout pour un chirurgien qui est très occupé, elle peut permettre de concrétiser des idées innovantes. Quelquefois, quand on a des idées et qu'on veut se lancer, on est toujours un petit peu peureux parce qu'on se dit mais ça va me prendre du temps, il va falloir que je fasse des sacrifices, etc. Mais quelquefois, avec l'industrie, je pense que ça permet justement de créer les conditions pour pouvoir développer ce genre d'idées. Et la puissance et l'expertise de l'industrie, justement, elles vont garantir cette peur, finalement. C'est eux qui vont prendre les risques, c'est eux qui vont mettre en place l'équipe, c'est eux qui payent tout, finalement, et puis qui nous permettent d'avancer avec nos idées. Donc ça, c'était super intéressant pour moi, parce que j'ai pu tester l'idée, j'ai pu la faire développer, la guider, et ça, c'était vraiment super intéressant, parce que si on le fait seul, on teste, on paye, on loupe, on doit réessayer, puis au bout d'un moment, si ça ne marche pas, on risque d'être très déçu. Et puis, bien entendu, une innovation qui fonctionne, il faut effectivement qu'elle s'appuie sur une idée solide, sur un terreau aussi solide. Donc là, c'est tombé au bon moment pour régler un problème qui était devenu de plus en plus critique. Cette technique était bien, mais pas facile à faire. Et puis là où j'ai pu aussi faire le passage entre l'innovation et le retour un petit peu sur cette innovation, parce que c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps pour la développer, beaucoup d'allers-retours à Munich, beaucoup d'échanges, etc. Et quelque part, il fallait penser à la valoriser à un moment donné. Je me suis dit, non, en fait, là, je suis en train de leur donner la poule aux œufs d'or, quoi, parce qu'avec ça, je ne sais pas si vous avez pu observer le petit chiffre qui avait marqué, mais c'est plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires qu'ils peuvent faire. Et je me suis dit, mais c'est quand même quelque chose qui devrait mériter quand même un retour. Et là, je me suis approché de Unitech avec M. Deloche qui m'a beaucoup aidé dans justement le contact avec l'industrie pour pouvoir donner les arguments, pour valoriser et puis avoir un retour, surtout pour les HUG, je dirais. Et le Centre de l'innovation, bien entendu, qui est derrière tout ça et qui nous donne en fait les conseils et puis les contacts pour aller de l'avant. Donc voilà, je en profite aussi pour remercier mes proches qui m'ont soutenu pendant toute cette aventure, parce qu'il fallait être là. Moi, je n'étais pas beaucoup là. Mais voilà, donc merci à tous, merci pour votre attention. Et puis, Alors, s'il y a des questions, je pense qu'on peut ouvrir la session de questions. N'hésitez pas. Oui, j'ai une question. Donc, avec cette technique, vous gardez la fonctionnalité de l'articulation métatarso-phalangienne. Oui. Mais la diaphyse du métatarse reste un peu proéminente. C'est une bonne remarque. Ouais. C'est pas gênant? Non. Alors, effectivement, vous avez bien compris le principe. On va aller pousser entre les deux la tête qui va aller d'un côté et la diaphyse de l'autre. Et elle va rester un peu proéminente. Ça, ce que je n'ai pas montré, la petite vidéo qui suivait, on voit que cette partie proéminente, on peut la couper pour pas qu'elle gêne. Et à la fin, ça pose pas de gêne. En fait, les patients ils sont pas du tout gênés par ça. Mais c'est effectivement, on force une sorte de déformation pour corriger une autre. Donc c'est une technique qui, pour l'instant, a fait ses preuves parce que les résultats sont comparables à ceux de la littérature. Mais on reste toujours très prudent avec les nouvelles techniques. Donc on sait qu'on va rester attentif à cette déformation qu'on crée. Pour l'instant, il n'y a pas eu je dirais, plus de complications qu'une autre technique dans le fond. Mais ça reste un détail qui est sous notre focus.
Mais et puis pour revenir à votre première question, la coupe, comme vous avez vu, se fait en dehors de l'articulation. Donc effectivement, la fonction elle reste très très bonne. Merci. Et je voulais savoir, est-ce que c'est une technique qui est généralisée, donc, par exemple là déjà au sujet, mais de manière globale, suisse ou internationale? Vous savez déjà si ça a été, si la pratique actuelle? Alors, dans les techniques mini-invasives pour la luxe, oui. Aux États-Unis, ils font quasiment que ça. Il y a des chirurgiens qui vont faire que ces techniques, même pour tout, ce qui est, je pense, à mon avis, clairement exagéré. Dans certains centres, ils vont faire vraiment utiliser que cette technique. Donc, elle est très, très généralisée. Après, ce qui est peut-être moins généralisé, c'est l'utilisation d'un guide à tous les cas. Par contre, ce type de vis, oui, elle sera toujours utilisée. Et puis, elle a été très popularisée. Hein. Donc, il y a des chirurgiens qui en ont beaucoup parlé. Vous voyez tout ce qu'ils mettent derrière, hein, avec ces interviews. Donc, il y a beaucoup de... Voilà, pour vendre cette technique, elle a été très vendue. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à la faire. Puis, c'est vrai que les résultats, ils sont bons dans les cas qui sont bien choisis. Donc, elle est très généralisée. Une autre question, plutôt pratique pour les patients. Vous avez présenté une étude clinique avec vos résultats au niveau de la correction. Est-ce que les patients, pour eux, c'était moins douloureux? Est-ce qu'ils ont pu, je dirais, marcher plus facilement, plus rapidement? Est-ce que vous avez pu mesurer ces variables? Alors, ces variantes, elles n'ont pas été mesurées dans cette étude précise, mais c'est une bonne question. Donc, moi, je ne peux pas vous répondre parce qu'on n'a pas fait ces mesures, mais je dirais par impression, on peut clairement dire qu'ils ont très, très peu de douleur. C'est clair que ça diminue de façon assez impressionnante les douleurs. Par contre, les résultats, à partir du moment où on choisit la bonne technique, quelle que soit la technique, le résultat devrait être le même. Ça veut dire que si on n'a pas un bon résultat, c'est qu'on s'est juste trompé dans la technique. Donc, là, pour le long terme, on n'a pas de recul ici. Après, moi, en me basant sur la littérature, il y a des études comparatives qui ont montré que les résultats étaient similaires, si on veut. Mais il manque, dans la chirurgie du pied, on est un domaine où il y a tellement de techniques et de façons de faire différentes. Vous avez vu, je parle de 150 techniques sur la luxe valgus. Donc, quelquefois, comparer de façon précise des techniques ou bien avoir des critères de comparaison, des critères d'analyse, c'est quelquefois pas facile. Nous, on s'efforce dans notre centre d'être le plus objectif possible et puis de recueillir régulièrement les résultats des patients en leur envoyant des questionnaires, etc. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, mais je pense qu'il faut qu'on le fasse pour toujours garder la qualité. Merci beaucoup pour votre présentation. Sur la base aussi de cette étude clinique, est-ce que vous avez pu observer, en plus de la reproductibilité, une réduction du temps de la chirurgie ou un nombre d'essais qui allait être inférieur à celui que vous disiez au tout début de la présentation avec d'autres techniques? Ouais. Alors, c'est une bonne question. Je pense que c'est là qu'on s'est rendu compte aussi, à mon avis, on était encore dans la courbe d'apprentissage de ce guide. Parce que j'ai regardé un peu les résultats de ces 20 premiers et on était à des temps, on va dire, quasiment égaux à ceux qui sont décrits dans la littérature sans le guide. Donc, des temps, pour moi, qui sont déjà très, très longs. Hein. 45 minutes. C'est à peu près la moyenne, c'est ce que font les chirurgiens pour faire cette technique. Et là, maintenant, on est à 20-25 minutes. Donc, pour vous dire qu'avec la courbe d'apprentissage et l'utilisation du guide, je pense que clairement, on a diminué le temps chirurgical et diminué la courbe d'apprentissage. Donc, peut-être les 20 premiers, on était encore en train de sortir de la courbe, mais assez vite, on est descendu en dessous des 30 minutes. Et puis là, maintenant, on est entre 20 et 25 minutes par cas. Donc, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Et puis, il y a des chirurgiens qui alors voilà, c'est des dires comme ça, mais qui disent qu'avec cette technique, on devrait descendre en dessous des 15-20 cas pour la courbe d'apprentissage. Donc, c'est clair que à partir du moment où on a un guide, c'est sûr qu'on est censé y arriver plus facilement. Il faut juste savoir bien l'utiliser. Bravo Victor pour cette magnifique présentation.
voyagé dans une épopée absolument brillante où en fait on est parti d'un problème, où on a imaginé quelque chose comme solution. Ça veut déjà dire qu'on a bien identifié les problèmes, donc c'est-à-dire qu'on connaît aussi bien les techniques existantes. Et puis ces prototypes qui ont été faits, c'est essayé aussi sur des cadavres, avec toutes les autorisations bien sûr qui vont avec. Et puis après les premiers essais cliniques, l'étude qui a été faite de façon très sérieuse, jusqu'au succès commercial, parce qu'au final, on est aussi là pour ça. Et c'est un succès commercial qui s'impose dans un univers où il y a une compétition d'arrache-pied et d'avoir imaginé quelqu'un de Genève qui s'impose aux États-Unis dans un marché qui est, on va dire, ultra agressif, c'est absolument phénoménal. Donc vraiment, il faut qu'on salue ça parce que c'est pas tous les jours évidemment qu'on voit des choses pareilles. La question que je me pose, c'est à quel point tu penses, parce qu'on parle d'innovation et de commercialisation de l'innovation, on aurait pu s'affranchir d'un partenaire américain ou autre, mais disons d'un partenaire qui certes a sa puissance et donc une certaine accélération commerciale. Et est-ce que tu penses qu'on aurait pu faire, tu aurais pu faire autrement? Est-ce que tu penses que tu aurais pu être aidé différemment par toutes ces structures qui ont été mises en place ici pour faciliter l'innovation? Juste un regard critique sur ça. Ah bah c'est sûr que quand je vois le succès commercial derrière, on peut se dire, mais pourquoi on ne l'a pas fait seul? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup. Après, merci pour ces compliments, parce que venant de toi, ça fait plaisir. Et puis je sais que tu as passé aussi dans ce genre de parcours. Et puis on sait que nous, notre temps, il est compté. On a peu de temps à consacrer pour ce genre d'aventure. Et je pense que oui, ça aurait été faisable. Parce que c'est vrai qu'ici, on est assez bien entouré. Il y a l'Unitech, il y a le Centre de l'innovation. Donc on a quand même... Je les connaissais, toutes ces possibilités, parce qu'on a déjà fait de l'innovation, tous les deux. Et donc, on connaît un petit peu qu'on a les clés pour pouvoir le faire. Mais après, on se rend compte aussi que ça veut dire qu'il faut sacrifier une partie, soit on se dit une partie de nos nuits pour pouvoir continuer notre carrière. Donc, ça veut dire nuit, famille, etc. Parce qu'effectivement, ici, on nous donne pas forcément les moyens de développer. Quand on est clinicien, il manque un petit peu ce soutien dans la recherche, dans l'innovation pour les chirurgiens qui, effectivement, ont des idées. Donc, il faudrait pouvoir les décharger, leur permettre de faire ça, surtout en milieu universitaire. Et malheureusement, là, il manque un peu cette culture. Et peut-être qu'ailleurs, aux États-Unis, les chirurgiens ont la possibilité de développer parce que ça fait partie de la culture. Donc, on va les décharger, ces chirurgiens, on va les décharger de cette partie clinique qui est lourde. Et typiquement, pourquoi moi je ne suis pas parti de là-dedans? C'est parce que j'avais une responsabilité clinique très importante dans le pied et cheville, où on a un gros volume, beaucoup d'attentes. Et le seul moyen d'avancer avec des idées, c'est avec l'industrie. Donc oui, je pense faisable, parce qu'on a les clés, mais il n'y a pas les conditions non plus faites pour le faire. C'est vraiment un très beau cas de valorisation et surtout de complémentarité entre la recherche universitaire et économique. On a besoin, il y a vraiment ce besoin de cette collaboration pour pouvoir réussir. Quand on parle de R&D, on dit souvent la R&D, la recherche au sommet universitaire, le développement se fait évidemment, la commercialisation se fait par les partenaires économiques. C'est vraiment un très beau succès. Et d'un point de vue, pour revenir au niveau suisse, c'est clair qu'il y a quand même, si on devait refaire, il y a peut-être la possibilité d'obtenir des financements de la Confédération qui finance les projets justement public-privé. Donc peut-être qu'on aurait si identifié effectivement l'industriel en Suisse capable de faire ça, peut-être qu'on aurait pu faire autrement à ce niveau-là. Voilà, très très beau succès. Merci beaucoup. Encore des questions? J'ai encore juste une question pratique. Par rapport aux sésamoïdes, est-ce qu'ils sont automatiquement réalignés? Très bonne question.
Alors là, pareil, il y a plusieurs théories. Et une des théories pour les réaligner, c'est effectivement en centrant la tête. On pense que ça les réaligne. Et peut-être vous n'avez pas vu cette petite subtilité, mais au début, j'ai parlé de la technique MICA. Donc ça veut dire c'est mini-invasive, chevron. Donc un chevron, c'est une coupe comme ça. Hein? Donc cette technique, elle a évolué, et puis maintenant, on fait une coupe transverse. Puis cette coupe, elle nous permet de faire une rotation de la tête, et c'est de cette façon que les sésamoïdes sont recentrés. On tourne, donc on peut, grâce à cette technique, recentrer les sésamoïdes, et ça, c'est le grand truc des Américains. Ils étaient tout contents de faire cette technique parce qu'ils pouvaient recentrer en faisant de la rotation, et puis il y en a qui jurent que par ça. Donc oui, elle est prévue pour justement exactement ce propos, recentrer. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'elle a eu autant de succès aux États-Unis. Ça reste une technique européenne, faite par un chirurgien français, un chirurgien anglais, qui a été exportée après aux États-Unis. Et puis les Américains, ils adorent s'approprier les choses. Hein. Donc c'est clair que dès qu'ils ont pu faire les techniques mini-invasives, il faut savoir qu'ils font ça que depuis 2017. Hein. Mais je peux vous dire qu'en 2017 et 2 mois, ils étaient déjà experts. Et puis ils donnaient des cours à tout le monde. Non mais c'était drôle, hein, vraiment. Au bout de 2-3 semaines, il y avait déjà des vidéos sur YouTube en disant, voilà, la nouvelle technique, etc. Donc oui, c'est un gros truc des Américains de pouvoir recentrer les sésamoïdes avec cette technique. Et je pense que c'est ce qui a fait son succès, en fait. Et puis après, une fois qu'on a une technique qui fait son succès aux États-Unis, eh ben, ça explose. Et là, elle a effectivement explosé. J'ai bien compris, votre idée, vous l'avez offerte ou bien... Alors... Non, grâce à M. Deloche, on ne l'a pas offerte. Non, alors là, en fait, je n'ai pas mis au tout début, quand elle a été présentée à leur centre de l'innovation, ils sont revenus vers moi en disant « on y va » et ils ont fait une patente à mon nom. Donc l'idée, elle était à mon nom. Et puis après, cette patente, justement, elle a été faite par eux en plus. Hein. De nouveau, encore une fois... là où ça facilite les choses, c'est que moi, j'aurais jamais eu le temps de faire une patente, ni ni superviser quelqu'un pour le faire pour moi. Donc, ils l'ont fait, ils m'ont fait signer la patente, etc. Et après, pour pouvoir récupérer la patente, c'est là que je me suis dit, oups, là. Et à un moment donné, il me demande la patente. Alors, j'ai appelé M. Deloche. Je disais, monsieur, je fais quoi là? J'ai une patente, il veut me la faire signer, là, mais j'ai l'impression qu'on va tout perdre derrière. C'est après, ils disent qu'après, une fois qu'ils reprennent la patente ils doivent la reprendre pour commercialiser. Une fois qu'ils la reprennent, ils mettent bien qu'on va la reprendre, et puis après, c'est à nous. C'est nous qui avons les droits, on a tous les droits dessus. Donc, je me suis dit, oups, là, il va falloir quand même que je prévienne quelqu'un, là. Voilà, et puis après à la fin, on a pu récupérer en leur demandant qu'ils nous garantissent derrière qu'il y aura des royalties versées. Alors l'idée c'était la mienne, mais comme j'étais employé au HUG, c'est celle des HUG. Donc c'est toujours comme ça pour un chirurgien. Merci. Est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, je propose de passer au café, si vous avez encore un petit peu de temps. Voilà, vous pouvez encore interagir avec le docteur Dubois-Ferrière. Et puis, on vous remercie et on vous félicite à nouveau pour ce grand succès. Merci. Donc, on peut se retrouver sur l'esplanade dehors pour le café.